Eh bien, l'Iran a prouvé que Trump ne bluffait pas. Hier, nous avons parlé du fait qu'il semblait y avoir un terrain d'entente qui semblait se dessiner, mais il semble que l'Iran ait décidé de faire encore un test. Il existe une vieille technique de négociation appelée le test de faiblesse. Tu dis que tu veux la paix et ton adversaire dit la même chose. Vous vous asseyez tous les deux à la table. Mais avant de signer quoi que ce soit de sérieux, l'une des parties fait une sorte de provocation, petite mais sans équivoque, et observe comment l'autre partie va réagir. Est-ce qu'elle va se taire, faire comme si de rien n'était, ou bien répondre ⁇ Pourquoi fait-on cela ?⁇ C'est très simple. Il faut comprendre à quel point ton adversaire, ton vis-à-vis, oui, est désespéré, c'est-à-dire à quel point il a besoin d'obtenir ce qu'il veut de toi, et c'est toi qui l'as. Oui, mais beaucoup d'opportunités s'ouvrent à toi. C'est exactement ce qui s'est passé dans la nuit du 25 au 26 dans le détroit d'Ormuz. Et c'est précisément pour cela que ce que beaucoup de médias occidentaux ont immédiatement qualifié d'échec des négociations et de violation du cessez-le-feu est en réalité, peut-être, l'événement le plus important et le plus porteur d'espoir de ces 3 mois de guerre. Mais pour comprendre pourquoi, il faut reconstituer toute l'image. Dès le début, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout raconter depuis le début. Donc, comme on dit, 2 acteurs, 2 calculs. Depuis le moment où, le 8 avril de notre année 26, un cessez-le-feu a été annoncé, les 2 parties ont mené des négociations avec des visions internes de la réalité complètement différentes. La partie américaine partait de l'évidence. Une campagne militaire écrasante venait d'avoir lieu. En 6 semaines d'opération Epic Fury, une partie importante de l'infrastructure militaire iranienne a été détruite. Le guide suprême, c'est-à-dire Khomeini, a été éliminé, et une grande partie du potentiel balistique du pays a été neutralisée. Le nouveau guide suprême, donc son fils, Majtaba Khomeini, n'a ni l'autorité de son père ni son poids politique. L'Iran est épuisé. Tout à fait, la région est déstabilisée, les marchés pétroliers sont en ébullition. Trump veut un accord, mais seulement s'il peut le présenter comme une victoire au peuple américain, pas comme une capitulation. Et l'Iran ? L'Iran voyait les choses tout autrement sur ce même terrain. Oui, les pertes militaires sont énormes. Oui, l'économie est sous sanction. Le blocus étouffe sous le blocus. Oui, le détroit d'Ormuz est fermé. Et cela frappe l'Iran lui-même autant que le reste du monde. Mais Téhéran ne regardait pas le tableau des pertes, mais le calendrier politique de Washington. Trump a ouvert 3 guerres, donc en Ukraine, une guerre diplomatique, au Moyen-Orient, une guerre ouverte avec son implication directe, et à l'intérieur du pays, une guerre juridique et politique. Ah, donc il promettait la paix à ses électeurs. La paix avec la Russie, la paix au Moyen-Orient, la paix comme symbole que l'Amérique est à nouveau forte et intelligente. Chaque semaine de guerre, ce sont des prix de l'essence qui augmentent, ce sont davantage de cercueils, ce sont des gros titres. Chaque semaine sans accord, c'est un cadeau pour les démocrates lors des élections de mi-mandat. La direction iranienne en a conclu que Trump a plus besoin de cet accord qu'eux. Il doit sortir de cette guerre en vainqueur, et rapidement. Cela signifie donc qu'il acceptera pratiquement n'importe quelles conditions qui lui permettront d'apparaître fièrement devant les caméras et de dire « J'ai réussi, j'ai arrêté la guerre, j'ai rouvert le détroit, j'ai désarmé l'Iran ». Alors, c'était leur calcul, qu'il soit juste ou non, il était logique, mais je dirais ceci. Avec n'importe quel autre président. Le 25 mai 2026, la délégation iranienne dirigée par les principaux négociateurs, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi et, leur principal négociateur là-bas, Mohammad Ghalibaf, se sont rendus au Qatar. L'ordre du jour officiel, c'est le dernier tour des négociations. À tous les signes extérieurs, une percée est proche, oui, pour ainsi dire. Là-bas, ils ont dit 90%. Trump a dit 95%, Rubio a confirmé que nous sommes incroyablement proches. Rubio, qui était en Inde, il est déjà parti maintenant, il a déclaré aux journalistes que les parties sont à quelques jours d'un accord. Nous discutons de certains mots et phrases, a-t-il dit, tout est décidé, nous peaufinons simplement. Les négociateurs des 2 côtés. Le Pakistan l'a aussi confirmé. Le Pakistan fait partie des pays concernés. Maintenant, ils sont au Qatar, mais en principe, le ministre pakistanais de la Défense faisait des allers-retours et discutait avec plusieurs interlocuteurs. Pratiquement tout le monde parlait de cet accord comme d'un fait pratiquement accompli. Et quand nous avons parlé hier, j'ai aussi dit que, il semble que nous soyons très proches,
mais c'est là que les manœuvres peuvent commencer. Donc, c'est précisément à ce moment-là, alors que la délégation survolait encore le golfe Persique et que Rubio faisait des commentaires optimistes dans la région de Bandar Abbas à l'entrée du détroit d'Ormuz. Il s'est passé quelque chose, disons, d'imprévu ou, au contraire, peut-être même de prévisible. Les navires iraniens ont commencé à se diriger vers le détroit dans le but de le miner. Simultanément, à plusieurs endroits, des lanceurs de missiles ont été déployés et mis en état de combat. Le message était absolument sans équivoque. Nous pouvons tirer. Nous pouvons poser des mines. Et vous ne pouvez rien nous faire parce que vous êtes actuellement dans la dernière ligne droite des négociations et vous n'oserez pas les faire échouer. Nous vous avons piégé. Eh bien, c'était un test plutôt sérieux, disons réfléchi, planifié, certains diraient un froid. Chaud ou froid, peu importe. L'Iran ne cherchait pas à faire échouer les négociations, mais à tester ses limites sans être puni en toute impunité. Si Trump reste silencieux sur le minage du détroit pendant la trêve, c'est qu'il est prêt à signer n'importe quoi. Il faut patienter, supporter ou accepter, car il est pris dans l'étau du temps. Donc, au prochain tour, on peut exiger davantage. Oh, vous pensiez qu'on avait juste une virgule, mais en plus, on n'aime pas cette phrase non plus. Autrement dit, si les Américains ne répondent pas, cela signifie que leur position est plus faible, pour ainsi dire, que ce qu'ils essaient de nous montrer. Eh bien, c'était un test tout à fait typique, mais la réponse est venue, et elle est venue immédiatement. Je ne sais pas si les Iraniens attendaient une réponse ou non, mais ils testaient un. Le commandement américain, c'est-à-dire le CENTCOM, a frappé de manière précise, rapide, sans hésitation. Des lanceurs de missiles ont été détruits, des navires qui posaient des mines ont été détruits. La formulation officielle est la suivante: des frappes d'autodéfense pour protéger les militaires américains. Sur le plan juridique et militaire, tout est irréprochable. Le minage d'un détroit maritime international pendant une trêve est un acte neutre, c'est, qu'on le veuille ou non, une agression. La riposte n'est pas une violation de la trêve, mais une réponse à l'agression de l'autre partie. Vous, les gars, avez violé la trêve, vous n'avez rien pu faire d'autre que de répondre à cela. Mais les Iraniens, apparemment, ne s'attendaient pas à une telle réaction, aussi rapide, à ce moment-là, si vite. Ruby venait tout juste de parler de paix. La délégation se rendait aux négociations, et soudain, boum, une frappe. Un vrai, sans avertissement, sans coup de fil, à la dernière minute avec une demande de retirer les navires. Je me souviens, un Chinois est venu ici. C'était encore à l'époque de Xi, sous Trump 45, et pendant la réception, Trump a été appelé à part. Donc, ils ont expliqué ce qui se passait là-bas, en Syrie. Et il a hoché la tête. Il est revenu, s'est assis et a dit « Désolé, mais là, en ce moment même, nous bombardons vos amis là-bas. » Avec Trump, on ne peut pas s'entendre. Le signal a été correctement interprété. Trump ne bluffe pas. Pour lui, l'Amérique est plus importante qu'un accord. Pour lui, un mauvais accord est pire que l'absence d'accord. Et il est prêt à agir, même si cela fait mal politiquement. Même lorsque Rubio promet la paix dans quelques jours, que la délégation est déjà en route et que, comme on dit, les élections approchent. Et je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous devons absolument régler toute cette histoire en Iran d'ici la fin de ce mois ou au plus tard au début du mois de juin. Nous y sommes tout simplement obligés. La réaction iranienne a été prévisible et immédiate. Donc le CGRI a déclaré avoir le droit légitime de riposter. Une riposte à notre propre riposte. Les responsables ont accusé les États-Unis de violer gravement la trêve. Du théâtre, non ? Le service de presse du ministère des Affaires étrangères a affirmé que l'atmosphère des négociations était empoisonnée. Mais personne n'a dit qu'ils arrêteraient de négocier, n'est-ce pas ? Elle est juste empoisonnée. Ils vont peut-être partir, puis revenir plus tard, quelque chose comme ça. C'est du théâtre. Un théâtre diplomatique, dramatique, classique. L'Iran comprend parfaitement que ce sont précisément ces navires qui ont miné le détroit pendant cette trêve, n'est-ce pas ? Pendant les discussions. L'Iran sait que c'était une provocation, c'est-à-dire qu'ils l'ont tout simplement provoqué eux-mêmes. L'indignation publique, ce n'est pas de la rancœur, ça fait partie de leur posture. Partir la tête haute, sauver la face. Ne pas admettre que le test a échoué. Et en même temps, réévaluer discrètement ses propres calculs. Parce qu'après cela, ils doivent vraiment réévaluer leurs calculs. Qu'est-ce que cette nuit nous a appris ? L'Iran a obtenu la réponse à la question principale, la question qu'il se posait lui-même. Trump ne veut-il pas la paix ? C'est déjà clair, oui, il la veut, oui.
Mais jusqu'où est-il prêt à aller? Eh bien, disons, serait-il prêt à vendre les intérêts de l'Amérique juste pour que le prix de l'essence baisse? Est-il prêt à fermer les yeux sur des provocations pour préserver le processus de négociation et améliorer les chances de son parti de gagner les élections en novembre? Et la réponse qu'ils ont reçue était très simple. Non. Il le faut. L'eau. Si on parle en hébreu, oui, non, pas prêt. Et en fait, en réalité, ça change tout. Moi, je lis très souvent les gros titres, au moins 2 ou 3 fois par jour. À la télévision, chez les blogueurs, dans les articles, partout. Ça change tout. Quand on ne comprend pas, on se précipite pour lire. J'ai arrêté de lire depuis longtemps quand on dit que ça change tout. Mais ici, je dois le dire, ça change tout dans la tête des Iraniens. Si jusqu'à cette nuit, la délégation iranienne pouvait réfléchir intérieurement, nous pouvons gagner du temps, poser de nouvelles conditions, bluffer. Trump signera quand même car il a besoin d'une victoire avant les élections. Il en a même plus besoin que nous. Nous aussi avons besoin d'une victoire, mais nous pouvons attendre quelques mois, contrairement à lui. Leur calcul s'est effondré. Clair, net, précis, comme avec les frappes précises sur ces mêmes navires, vedettes et autres, sur les lanceurs de missiles, à chaque fois boum. Encore une idée stupide, comme on dit, du sable. Oui, des châteaux de sable. Donald Trump a montré qu'il était prêt à agir même lorsque cela lui coûtait cher politiquement. Que non, c'est non, cela signifie qu'il n'est pas Barack Obama. Que pour tout minage du détroit pendant une trêve, il y aura une réponse militaire immédiate, une réponse ferme. Peu importe ce que dit Rubio en Inde ou où se rend la délégation iranienne. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, mesdames et messieurs, c'est une bonne nouvelle pour les négociations. Vous l'avez sûrement déjà deviné, mais je vais expliquer pourquoi c'est une bonne nouvelle. Les accords signés avec un adversaire jugé faible ne fonctionnent pas. C'est un axiome des relations internationales. Si une partie est convaincue que l'autre signera n'importe quoi, elle continuera à faire pression, à violer les accords, à tester les limites. C'est exactement ainsi que l'accord nucléaire iranien s'est effondré. Pas parce que l'accord était mauvais en soi, mais parce que les parties raisonnant selon des cadres de référence différents. Et l'Iran a essayé sans cesse, et à chaque fois, il n'obtenait pas de réponse. Ah, donc ils l'ont juste signé comme ça, et tout est à partir de là. L'accord signé avec Donald Trump, que l'Iran considère désormais comme un homme de parole et d'action. Il le savait déjà, mais pensait bien qu'il était pris en étau. Il s'avère que c'est une toute autre histoire. C'est un accord dont la violation aura des conséquences immédiates et douloureuses. C'est un cadre dans lequel les deux parties doivent comprendre précisément les règles du jeu et les respecter. Parce que je ne sais pas ce que feront les Iraniens, mais Trump a montré que l'Amérique réagira immédiatement. Les dirigeants iraniens sont en réalité des pragmatiques. J'ai dit à plusieurs reprises que ce n'est pas une nation stupide. Ce n'est pas qu'il existe des nations stupides. Oui, mais ils ont une énorme expérience. Ils ont combattu pendant 8 ans contre l'Irak. Ils ont survécu aux sanctions. Ils ont survécu à l'assassinat de Soleimani. Ils ont survécu à une décennie de pression maximale. Mesdames et messieurs, ils existent depuis 2000 ans. Voilà les Perses, tels qu'ils étaient, une grande puissance. Et même à cette époque lointaine, lorsque le deuxième temple des Juifs a été détruit, qui a laissé les Juifs revenir? Cyrus. Le Shah de Perse. Qui était-il? On l'appelait Padishah ou Shah, je ne me souviens plus exactement. Oui, bon, le Shah de Perse. Il a dit, les gars, vous êtes des gens intelligents. J'ai besoin de vous. Ils savent compter. Et maintenant, ils vont revoir leurs calculs. Si Donald Trump ne bluffe pas, cela signifie que les négociations sont menées sérieusement. Cela signifie donc que ce qu'il propose, c'est vraiment son plafond, et non une position de départ. Autrement dit, on ne peut plus le pousser plus loin et essayer. Ou peut-être encore quelque chose d'autre. Ou peut-être encore autre chose. Cela signifie que la meilleure chose que l'Iran puisse faire, c'est d'obtenir le maximum de ce qui est réellement possible. Maintenant, tant que Donald Trump est au pouvoir et qu'il y a un partenaire avec un mandat. Pour décider, tout le monde demande. Et après, le prochain round. L'avion a-t-il fait demi-tour ? Ou bien a-t-il poursuivi son vol et atterri? Sont-ils partis de là-bas? Ont-ils fait une déclaration? Peut-être qu'au moment où vous regarderez ceci, il y aura déjà des déclarations. Mais pour l'instant, il n'y a encore rien eu. La crise actuelle ne marque pas la fin des négociations. Cela signifie, appelons cela, un redémarrage des négociations. Sur des bases plus réalistes, c'est aussi un redémarrage avec les mêmes personnes et tout reste pareil. Ils ont simplement accepté, discuté. Et ils se sont dit, bon, l'option A14 ne fonctionne pas. On passe au BCEP.
L'Iran laissera tomber sa rhétorique publique sur ses susceptibilités blessées, et il reviendra à la table des négociations. Peut-être dans quelques jours, peut-être par l'intermédiaire d'un autre médiateur, n'est-ce pas? Avant c'était le Qatar, là ce sera quelqu'un d'autre. Peut-être avec de nouvelles formulations qui permettront aux deux parties de sauver la face. Le Pakistan est toujours là. Le Qatar est toujours là. Oman continue de maintenir le canal ouvert. Et lors du prochain round, la délégation iranienne sera assise à la table dans un autre état d'esprit. Nous ne pouvons pas obtenir de Trump tout ce que nous voulons. Il faut essayer d'obtenir le meilleur de ce qui est réellement disponible. C'est, mesdames et messieurs, une autre position de négociation. J'ai passé pas mal de temps dans ma vie à participer à des négociations, et en tête-à-tête. Et là, comme on dit, c'est un face-à-face. Oui. Et en tant que dirigeant, et en tant que membre d'une délégation, et ainsi de suite. Membre d'une délégation, d'une représentation. Tu sais toujours quand tu changes de position de négociation, parce que tu as compris quelque chose. Tu as compris quelque chose sur ceux avec qui, dans les affaires, en principe, tu essaies de faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant, que les deux parties y gagnent. Parce que sinon, même si tu as lancé une affaire, la partie qui comprendra ensuite qu'elle perd fera tout pour que tu perdes aussi. Les questions clés restent les mêmes. Le détroit d'Ormuz, le programme nucléaire, les sanctions, la reconstruction. Mais maintenant, les deux parties savent exactement. Elles savent exactement où passe la ligne rouge. Et c'est la base d'un accord qui sera respecté. Si tout le monde comprend où passe la ligne rouge et agit en conséquence, alors, lorsqu'un accord est rédigé, il l'est sérieusement et pour longtemps. Quelles conclusions pouvons-nous tirer de tout cela ? Cette nuit-là, quand les vedettes iraniennes ont tenté de miner le détroit et que les avions américains les ont détruites, un événement important s'est produit. Ce n'était ni l'échec des négociations, ni une rupture de la trêve, ni une catastrophe. Il y a eu ce qu'on appelle une recalibration de la réalité. Oui, j'espère vraiment que vous comprenez ce que j'essaye de dire. L'Iran a testé Donald Trump et, à mon avis, a reçu une réponse encore plus exhaustive. Trump n'est pas un partenaire qu'on peut faire céder avec du bluff. Il ne signera pas un mauvais accord juste pour une belle photo. Il répondra à la provocation, même au moment le plus défavorable pour lui. Et cela signifie que lorsque l'accord sera finalement signé, il sera vraiment signé, n'est-ce pas ? Ce sera un véritable accord, pas un simple papier qui sera violé dans un mois, mais un accord soutenu par une véritable force et une réelle volonté. J'ajouterais encore une chose, un véritable respect. Parce que connaissant les Perses, et en général connaissant ce genre de pays où il est d'usage de marchander, il faut marchander. Comment ça, tu ne marchandes pas ? Mais enfin, où vas-tu comme ça ? Habile-toi et résiste, n'est-ce pas ? Ne donne pas ton accord tout de suite. Les relations ont quand même des conditions un peu différentes. C'est pareil que partout ailleurs, oui, dans le reste du monde. Si tu respectes celui qui est assis là-bas, oui, et qui signe quelque chose avec toi. Et les Iraniens, je pense que s'ils respectaient Trump aux 3/4, maintenant ils le respectent à 100%, ainsi que la partie américaine, n'est-ce pas ? Respecter quelqu'un change ton comportement envers lui. Et c'est le meilleur des résultats possibles pour toute la région. Eh bien, pour ce qui est des négociations en particulier, je ne sais pas, comme je l'ai dit, peut-être demain, peut-être dans quelques jours. Peut-être attendront-ils encore 1 ou 2 semaines, au cas où il se passerait quelque chose. Quand ils verront que non, alors d'accord. Que faire ? Nous ne pouvons pas accepter un mauvais accord de leur part. Donc, quoi qu'il en soit, quelles qu'en soient les conséquences, nous continuerons à faire pression.